Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Bris d'égalité. Avec nous, Séverine, comment ça va? Moi, ça va super bien. Toi, comment vas-tu? Mieux. J'ai été pas mal malade en début d'année. Bon, alors là, pour toi, pour les gens qui nous écoutent, on tousse, c'est pas facile, il fait froid. Vous le savez, on commence comme ça maintenant, c'est rendu une habitude. Et Marie-Ève m'a laissé une autre chance. La première fois que j'ai fait un drink, on commence maintenant un échec, toujours là, avec on va se C'est dire. un échec. Je me reprends. Et là, attention, c'est le Self Booster. Alors, Marie-Ève, à ta droite, Ben oui, t'as pensé à moi, tu là. T'es as fine. un drink. Bon, avant de prendre tu peux prendre une petite gorgée pendant que j'explique. La couleur m'inquiète un peu. Là, Il faut pas. Ça veut dire que c'est santé. Hein? Vous le savez, quand c'est vert comme ça, c'est santé. Je suis pas très personne à jus, mais je vous explique. OK? Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut le faire un peu de la façon qu'on veut. Moi, je vais vous donner la recette avec quelques variables. Puis là, on est guéri écoute, tu bois d'un coup, ça là. et tu te sens tellement mieux. Ah. On prend ça le matin. Je vais aller tout de suite. On dit à jeun, hein, parce que vous savez, sur les internets, on trouve tout. On dit qu'on prend ça à jeun. Ah, moi, pas trop sûr. J'aime ça le prendre l'après-midi. Il y en a qui prennent le matin. Alors, de l'eau, moi, je mets de l'eau de coco. OK? Ensuite, 2 pommes. Vous pouvez en mettre 4 si vous voulez. On dit pomme verte, mais moi, ma variable, c'est pomme rouge. Pourquoi? C'est un peu plus sucré. L'amertume de la pomme verte, c'est pas moi. OK. Ensuite, on met soit du concombre. Moi, je préfère mettre 1 ou 2 branches de céleri. Ensuite, un citron. Change complètement la recette. Non, mais c'est pour ça que ça s'appelle le Self Booster, c'est parce qu'il est ajusté à ce que j'aime. Je le partage avec vous. Vous pouvez le faire avec ce que vous aimez ou le mien, c'est sûr. C'est vraiment meilleur. Alors, ensuite, persil ou on va avoir des petits épinards et gingembre. OK. Je peux-tu goûter, là? On goûte ça. Moi, j'y vais aussi. Ah! OK, pas pire quand même. Quand même. Non, il est meilleur que ce qu'il a l'air, ça, c'est sûr. Bon, au moins. Puis, non, c'est pas si pire. Non, il se boit bien. Il se boit bien. Le gingembre, vous en mettez plus ou moins. Il y en a qui n'aiment pas le goût très piquant que ça donne. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser sur le petit Self Booster. On vous mettra ça sur l'Internet, sur nos réseaux sociaux. On va vous mettre la recette. Vous allez pouvoir l'essayer à la maison, puis peut-être partager ce que vous faites comme drink. De booster pour, des fois, nous remettre dessus. Écoute, à un moment donné, j'étais prête à tout essayer. J'aurais dû le faire avant. Ouais. Bon, en tout cas, on est quand même là pour parler de tennis, Sèvres. Donc, il y a quand même eu pas mal de tennis déjà en début d'année. On va commencer peut-être avec la Coupe Davis qui vient d'avoir lieu à Montréal. Oui, Coupe Davis, qualification, Marie-Ève, on le savait. On avait parlé avant, toi et moi, que ça allait être dur, ça allait être difficile. Canada-Hongrie, 2 joueurs du top 100 pour la Hongrie. Nous, du côté du Canada, Félix était absent, Denis. Donc, il fallait aller chercher des surprises. Malheureusement, on en a eu des surprises parce que c'était mal parti, 0-2 la première journée. Puis finalement, on s'est rendu au 5e match. Mais le dernier match a été perdu. C'était les 2 numéros 2, dans le fond, qui s'affrontaient. Alexis Galarneau pour le Canada et face à Fucsovics, qui a été le héros pour la Hongrie, là, qui a gagné ces 2 matchs de simple. Écoute, vraiment une grosse rencontre. Sérieusement, je pense que Galarneau puis Diallo se sont très bien battus. C'était pas facile. Ça a été jusqu'au bout. On a vu la fin de Vasek Pospisil aussi, qui a gagné le double, mais qui a annoncé qu'il ne jouerait plus en Coupe Davis. Est-ce que c'est la fin de Pospisil? Il n'a pas annoncé que c'est la fin cette année, mais j'ai comme l'impression qu'on l'a peut-être vu pour la dernière fois, en tout cas à Montréal. Oui, il dit rendu à 34 ans. Là. Donc, plus de Coupe Davis pour Pospisil, qui a remporté la Coupe Davis pour le Canada, qui a été tellement présent là,
presque à chaque année depuis ses Ouais. 18 ans. Donc, il va manquer, c'est clair, à l'équipe Ouais. canadienne, mais peut-être qu'il va joindre en tant que coach, quelque chose dans le futur. Je ne serais pas surprise. Ouais, non, puis il est très impliqué aussi à Vancouver, donc son père qui est entraîneur, ça va être intéressant. Et ben, écoute, le Canada doit maintenant se requalifier Mhm. pour essayer de se qualifier à nouveau pour la Coupe à la fin en novembre. Ça ne sera pas possible de le faire cette année, mais ça sera partie remise. Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'était une belle journée de tennis. Tous Oui, ceux là, à qui j'ai parlé qui étaient là le dimanche ou qui ont regardé à la télé, ils disaient que c'était vraiment excitant, là. C'était le fun, l'ambiance était bonne. Donc, d'avoir la Coupe Davis chez nous, l'autre opportunité pour des gens de voir du tennis de haut niveau de près, ça, c'est le côté positif de cette fin de semaine. ouais, on parle de positif, on ne va pas faire un jeu de mots, là, mais Simona Alep, Oui, Simona Alep qui, elle, jouait chez elle pour le tournoi WTA et dès qu'elle s'est inclinée assez facilement là, face à Bronzetti, elle a annoncé sa retraite. retraite. Honnêtement, j'étais comme partagée, moi, émotivement. Je me suis dit, bon, mais écoute, honnêtement, il y a eu le fait qu'elle a arrêté, test de doping, elle a arrêté un bon bout, elle essaie de revenir. Je trouve juste que la fin, d'un autre côté, est un peu triste, là. Je veux dire, C'est vrai. finir comme ça, oui, tu finis chez toi, tu perds, mais en même temps, ça démontre à quel point le niveau de jeu, il est comme tellement élevé au Ah, niveau féminin, Marie-Ève, que même elle, d'essayer de revenir, puis être encore en forme, ça n'a pas été possible. ben, je pense, moi, qu'il y a deux trucs. Oui, c'est ça, cette absence avec. Parce qu'elle est testée positive, ça a été, je pense, presque 2 ans là, où Oui, elle a été absente du circuit. Puis elle voulait vraiment revenir. Elle a fait beaucoup d'efforts pour revenir. Mais l'autre point que je veux apporter, c'est le tennis a évolué dans le sens que c'est vrai. les styles de jeu comme elle, plus en régularité, moins des. C'est plus rare. Les joueurs sont de plus en plus grands avec des gros services. Si tu ne gagnes pas les points en 2, 3 frappes, c'est plus dur là, Ouais. d'être constante au niveau des résultats. Non, c'est dur. Alors, je pense que Simone Alep va manquer au circuit, mais que voulez-vous, un autre trait, il y en a eu beaucoup. Et on cherchait un peu ce qui se passait avec Bianca Andreescu, mais on l'a su Ouais. récemment. Ben, elle avait annoncé qu'elle allait faire son tour à Mérida, au Mexique. Elle avait eu droit à un laissez-passer puisqu'elle n'a pas joué depuis l'année passée. Oui, exact. Et vraiment pas de chance. Bianca qui a annoncé qu'elle a fait une crise d'appendicite. Donc, voilà, elle a dû se faire opérer d'urgence et elle ne va pas revenir avant la saison de terre battue. Oui, alors, ben, écoute, elle est vraiment malchanceuse, Bianca. On espère qu'elle va revenir parce qu'on le sait, quand elle est sur le terrain, redoutable, il n'y a pas grand monde qui aime la jouer. Tellement. Puis elle est fun à avoir joué aussi. Mais sur une partie peut-être plus positive, là, que se passe-t-il avec Chapovalov? Ben, le tennis canadien chez les hommes, Ouais, franchement, on a déjà 3 titres. quand même. Deux tournois remportés par Félix. C'est en Australie en début d'année, après Montpellier. Puis tout de suite, Chapovalov, qui lui, encore plus une grande surprise là, par rapport à ses résultats des derniers temps. À Dallas, il bat 3 joueurs du top, Top 10 quand même, 10, là. Rude, Tommy Paul, Taylor Fritz. Donc, franchement, un tennis éblouissant comme on le connaît, avec un bras incroyable, son revers à une main. Le Denis Chapovalov qu'on adore regarder jouer. Oui, exactement. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Revers à une main, tu le dis, quand ça part, ça part. T'as entendu son commentaire? Il dit je savais pas que c'était de m'acheter un petit chien qui Ah allait oui, faire en sorte c'est que j'allais vrai. être plus calme sur le terrain pour bien Oui, performer. exactement. J'ai adoré ça. Puis le service là, de Chapovalov, quand ça passe, là, c'est un plomb, c'est incroyable. Puis Félix, écoute, on l'a rencontré, il y avait des objectifs super clairs pour débuter la saison. Ouais, Puis il a dit que là, ben peut-être, en tout cas pour des gens, ça sera pas évident, mais pour lui, ce l'est. Il se met en priorité. Il s'était mis en priorité en 2025. C'est la raison pourquoi il n'a pas fait la Coupe exact. Davis. Puis je pense que pour lui, pour l'instant, c'est payant. Ça va être vraiment bon pour sa confiance. Puis, parlant de niveau de jeu, on a eu la chance de faire ces matchs-là ensemble. On peut-tu parler de Bencic? Hey, Belinda Bencic, Incroyable. le retour. Écoute, elle a accouché au mois d'avril. Elle a été absente plus qu'1 an du circuit. Elle avait fait quelques tournois Challenger l'année passée, comme pour se remettre dedans. Elle arrive en Australie, joue bien ronde des 16 à Melbourne, par en 3-7 contre Goff. Puis là, la semaine passée, remporte le tournoi d'Abu Dhabi. Puis franchement, en jouant tennis, là, comme, tu sais, elle joue tôt, son service est amélioré.
Puis surtout, elle reste positive, elle a l'air calme sur le terrain. J'ai adoré la voir. Puis quel beau moment avec Ah sa oui. fille, son mari qui pleurait quand elle a gagné le tournoi. Un petit bisou sur le coco du bébé dans le porte-bébé parce que son père, pas le père, mais son mari, le père de son bébé, il se promenait partout dans le stade pendant Ouais. la finale. Match qu'elle a remporté en 3 manches. Donc, elle a eu un laissez-passer, remporte le tournoi. Ouais. Elle va revenir là, facilement comme 60e, je pense, là, avec cette grosse victoire. Donc, Mais c'est très cool. incroyable. Puis moi c'est le message qu'elle amène, là. C'est comme, écoutez, là, on peut arrêter, on peut être une maman, on peut revenir au Vraiment. même niveau. Et j'ai même tendance à me lancer en disant même meilleur. Mais c'est quel joueur sur Twitter qui a dit tu te maries, tu gagnes un WTA 500, tu as un enfant, tu gagnes un WTA 1000. On va Oui, dire, c'est vrai, exactement. non, C'est un comme grand chelem, parce que un c'est grand ça, chelem. Madison Keys, qui venait de se marier, a gagné Melbourne. Puis Ouais. elle vient d'avoir un enfant, elle gagne Abu Dhabi. Donc, je trouvais que le message était drôle. En voulant dire, si tu es bien en dehors du terrain, ben souvent, ça va faire en sorte Ben, que tu, moi, tu c'est joues bien. ça. C'est ça qui est incroyable avec ce qui se passe avec Bencic. Tu l'as dit, elle s'en va, elle prend des petites photos à l'aquarium, elle revient. Sa priorité n'était pas nécessairement de se préparer, d'aller faire son étude. Il y a une routine qui est là, mais la routine a changé. Puis on dirait que justement, le fait qu'elle est comme tassée un peu de cette routine, toujours à faire les mêmes choses Ben ouais. aux mêmes heures, ça n'a pas changé la façon de jouer. Puis, t'en parles, là, rapidement, Marie-Ève, Australian Open, Sinner et Keys qui s'en vont remporter Grosse l'Australian Open. surprise. Madison Keys, quel plaisir pour moi de la voir jouer. Incroyable. Incroyable. Puis, je ne sais pas si tu as entendu son entraîneur, là, à un moment donné, puis je pense que c'est toi qui m'as envoyé d'ailleurs Ouais. le vidéo avec Roddick dans son podcast, puis qui dit, là, il dit, attends une minute, là, Roddick pose la question, dit, Comment tu as géré les 2 semaines? T'es-tu en train de me dire que il parlait de l'échauffement, puis comment il l'avait préparé Parce que, et tu sais, tout? Keys, elle a gagné le tournoi la semaine d'avant. Exact. Fait que là, ils sont arrivés le samedi soir, elle a joué le lundi, on s'est entraîné un peu le dimanche. Puis une fois que le tournoi est parti, là, c'est vrai, elle s'entraînait pas dans ses non. journées off. Fait qu'elle jouait son match, elle s'échauffait, jouait son match. Le lendemain, elle jouait pas. Elle jouait son match, échauffement match, elle jouait pas. Il dit, il y a une fois qu'ils se sont entraînés. Il dit, moi, je crois pas que c'est en 45 minutes la veille d'un match que tu vas améliorer quoi que ce soit. La priorité avait été mise au clair, Exact. que c'était la récupération, qu'elle soit bien physiquement pour durer. Puis ça a été payant. Elle va jusqu'à gagner le tournoi, son quel premier grand message! Et chelem. même nous, là, on a des jeunes de 10 ans, de 12 ans, les parents, il faut que tu t'entraînes avant de jouer. Tu as un petit match qui joue dimanche, va passer une heure. Le message était incroyable. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit, je vais pas empêcher Madison de dormir pour aller frapper 45 minutes En plein milieu. en plein milieu du terrain. J'ai trouvé ça génial, mais Madison Keys, on va revenir sur elle, là, mais vraiment, bravo sur ce qu'elle a fait. Et rapidement, Marie-Ève, rapidement, gros changement qui est annoncé. Vous savez, dans les grands chelems, il y a tout le temps du double mix. Ben maintenant, le double mix à l'US Open, il va se faire dans le début des qualifications. On a seulement 16 équipes, 8 vont être invitées. On fait des sets courts, c'est-à-dire des sets jusqu'à 4 parties. Gros changement. Puis pourquoi je le mentionne? Parce que on en a parlé, toi et moi, que le tennis, fallait qu'il fasse des choses qui soient créatifs un petit peu, qui Je suis pas changent. sûre que je suis d'accord, moi, avec ce Mais changement-là. Est-ce que ce changement-là, c'est ce que j'allais dire, est-ce que ce changement-là va être accepté, apprécié? J'ai hâte de voir. Parce que l'idée, c'est, j'imagine, on espère avoir plus de gros noms qui vont s'inscrire au double mix, vu que c'est comme avant le tournoi. Et surtout qu'on dit 8 équipes qui seront invitées. Mais malheureusement, ben, pour tous les spécialistes de double, ben, ça donne moins d'occasions de jouer. Donc, peut-être pas nécessairement les meilleurs joueurs de double, les meilleures équipes de double qui vont être inscrites. Ça, c'est certain. On va aller pour puis en le plus, show. Le show. Puis on dit, mais au moins toutes les équipes vont jouer sur le terrain Arthur Ashe. Comme si on mettait un baume un peu là-dessus. J'ai hâte de voir. Écoute, je ne suis pas certaine, moi non plus. Ben, je comprends le changement, mais on va voir si le changement va être apprécié. Oui, ben, la bonne idée, la bonne chose, dans le fond, avec cette idée, c'est qu'on est à la recherche de solutions pour mieux vendre le tennis pour que ça soit plus intéressant. Exactement. Alors, et en tout cas, pas mal de choses dans le tennis. Rybakina, qui n'a plus d'entraîneur non plus. En tout cas, on va en parler en long et en large. On n'a pas fini d'avoir des changements. On est vraiment tôt encore, mais je pense que ça va continuer d'avancer. C'est clair?
Alors, Marie-Ève, Oui. on a quand même une invitée, j'ai envie de dire une invitée spéciale. Mhm. Je ne veux pas mentionner qu'elle prend son temps de parler avec nous entre deux séances de bronzage parce qu'elle est au Mexique. Et on a le bonheur, en tout cas moi j'ai un bonheur, je sais que toi aussi c'est la même chose, Tout à de fait. recevoir Chantal Denis, la maman d'Alexis Galarno. Oui, effectivement, on trouvait ça intéressant de parler à la mère d'Alexis, un parent qui a eu l'expérience sur le circuit, d'amener son jeune sur le circuit. Donc, de partager vraiment tout ce parcours et le rôle pas mal du parent pour pouvoir accompagner son enfant le mieux possible. Et Chant- bonjour les filles. Hey, Chantal. Bon, Chantal, on veut te voir dans un plan bien plus là, comme hot, là. Tourne ton téléphone de Oh, l'autre côté. Hein? Ben oui, comme ça, on peut. Ah, voilà. Écoute, de toute beauté. Et merci de ne pas nous montrer un background de palmier. non, effectivement. Mais de toute façon, il y a trop de bruit dehors. Il y a de la musique, du reggae, un peu tout. Les gens se promènent avec des drinks, c'est pas très éthique. Donc, je suis revenue dans la cuisine de la chambre. Ben, merci Chantal d'être avec nous. Écoute, Séverine, ça fait un bout de temps qu'elle connaît Alexis, qu'elle te connaît aussi. Hein? Pas mal. Moi, je t'ai commencé à te voir, je pense qu'Alexis, il devait avoir 12-13 ans, là, mais Séverine, ça date de quel Écoute, âge? Raconte-moi ça. Là. on va pas en parler, mais histoire rapide, je suis sur le terrain et ça commence quand je suis dans les parcs à Laval aussi, où les frères d'Alexis, que je salue sa sœur aussi, qui étaient dans le tennis et qui, à chaque fois que j'allais les voir, disaient, c'est vrai, ne parle-nous pas tout de suite. Je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre frère, il est dans le bris d'égalité, troisième set. Là. Je dis, bon, OK, on se calme. Ah! Et de me souvenir de Chantal qui vient me voir, puis qui me dit, Séverine, j'aimerais ça que tu entraînes Alexis et tout ça. Puis de voir le petit qui arrive avec, dans ce temps-là, hein, Chantal, les petits cheveux longs et toute cute. Puis dans ma tête, je le dis pas à haute voix, je me dis, mais comment je peux dire non à ce jeune-là? C'est impossible. Et ben, très jeune, hein, Chantal, je pense que de 9 ans Ah oui. à 11 ans, 12 ans, j'ai eu le plaisir, le bonheur Ouais. d'être avec non seulement Alexis sur le terrain, mais avec la famille. Puis Chantal, Ouais. je veux t'entendre parce qu'avec Marie-Ève, on en parle tout le temps. Les gens, des fois, doivent se dire, on se répète, là, mais c'est un projet familial, le tennis. Puis comment ça a commencé pour vous? Mais c'est le bon terme d'utiliser que c'est un projet, et de un, et un projet familial. Je pense que ça ne peut pas réussir si toute la famille adhère pas. Sinon, oui, ça peut se faire, mais il va y avoir des frictions. Je pense que la recette pour pas qu'il y ait de frictions et que tout le monde y trouve son compte, c'est que tout le monde y trouve son compte, si on peut dire. Nous, en fait, on n'a comme pas eu le choix, le papa et moi, d'embarquer dans le projet que c'est finalement les enfants qui ont décidé. Dans leur folie. Parce qu'Alexis faisait. Oui, parce que les garçons faisaient. Alexis faisait du soccer, du patinage de vitesse, il faisait plein d'autres sports, mais il ne faisait pas de tennis. C'est l'été, les garçons aimaient beaucoup le tennis. On habitait à côté d'un terrain de tennis à Sainte-Rose. Puis les garçons avaient commencé à jouer pour le plaisir avec lui dans le parc. Puis là, elle est toute énervée. Maman, il est vraiment bon. Puis là, ils jouaient les garçons dans ce temps-là à la ville de Laval, des petits cours qui coûtaient là, comme 50 pour tout l'été. Puis le vendredi, il y avait les interparcs. Avec ceux qui sont, c'est ça, avec les interparcs, là, leur fun qu'il y avait, en fait, c'est le vendredi à l'Interparc de faire jouer Alexis qui avait 8 ans contre les 15 ans, 16 ans. Oui, Puis c'est vrai. de dire que c'est ça. C'était leur plaisir le vendredi, faire la fin de l'été est arrivée, puis ben là, moi, j'étais pour le réinscrire au patinage de vitesse, la même chose, tout ça. Mais les garçons, non, non, laisse-nous faire les petits camps de l'équipe Québec et tout ça. Puis ça, j'ai une anecdote quand même qui est très typique à ça, parce que à ce moment-là, c'était Sylvain Bruno qui était directeur de Tennis Québec. Puis il y avait eu la journée d'évaluation des enfants. Avec moi, on amène mes enfants. Oui, il faut que tu l'inscrives. Il fallait qu'il soit recommandé par un coach. Je ne me souviens plus trop qui l'avait recommandé de la ville. Mais Alexis savait à peine jouer. Là. Il jouait, c'est comme dans les interparcs, des choses comme ça. Je me souviens, fait les tests physiques, tout ça. Puis Sylvain Bruno, on avait reçu la lettre.
Puis j'ai rappelé Sylvain Bruno quand j'ai reçu la lettre comme quoi il était choisi. Puis j'avais dit, je m'excuse de vous déranger, mais je pense qu'il y a eu une erreur, juste Ah! pour être sûr, parce que Alexis, ça fait comme 2 mois qu'il joue au tennis. Fait que là, il avait juste dit non, 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 on regarde aussi les qualités physiques, tout ça. Donc, c'était sur cette base-là qu'il avait choisi Alexis. Puis c'est drôle parce que, encore il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai croisé Sylvain Bruno, puis je lui avais dit, ah, vous savez, M. Bruno, je lui ai rappelé l'anecdote, puis il s'en souvenait très bien que j'avais appelé pour dire qu'il s'était trompé. C'est très bon, ça. Oui, quand même, hein. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment les garçons et Emiliane qui ont, comme on peut dire, vu le talent qu'Alexis avait, puis qui nous ont embarqués dans leur folie, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de folie au début, parce que c'est un sport qui coûte quand même cher. Alexis, c'est le plus jeune d'une famille de 4. Donc, ça a été vraiment un projet familial dès les premières balles. Oui, fait que le choix, il s'est fait naturellement. Là. C'est vraiment, ça semble vraiment Oui. être les enfants qui ont choisi pour Oui. le tennis. Donc, puis tu es chanceux d'avoir des parents pour les accompagner là-dedans. Moi, j'aimerais ça que tu nous racontes, si tu t'en souviens, parce que avant d'intégrer le Centre national et tout, Oui. tu sais, l'engagement des parents, c'est super important. Puis on dit chauffeur de taxi, là, souvent, comme parent, parce que je me rappelle, tu te promenais pas mal. Ah Est-ce, oui. est-ce que tu es capable de, mettons, te rappeler d'une journée typique? Ça ressemblait à quoi Ah oui. pour Alexis entre 10 et 14 ans, mettons, là? C'est très facile, ça a ressemblé à ça à peu près justement dans ces années-là, Alexis. Et j'étais un peu stricte pour des trucs. Moi, c'est comme c'est un sport, c'est pas nous qui lui a imposé ce sport-là. Mais quelque chose était toujours sûr, c'est moi le matin, si tu te réveilles pas, ben il n'y en aura pas. J'ai pas envie d'avoir la difficulté à te réveiller, à te motiver pour partir, parce qu'on partait habituellement vers 5h30, 5h45 le matin. On habitait Laval dans Sainte-Rose. Il fallait aller à chaque matin, 5 matins, à l'Aide des Sœurs. Uh-huh. Il y avait une leçon privée de jusqu'à 8h30, 9h à peu près. Ensuite, il fallait que je le ramène à l'école à Georges Vanier, qui était à Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Mhm. Ensuite, il allait voir Séverine dans l'après-midi. Et Et ensuite, ouais. on le ramenait au Carrefour pour faire du fitness, des choses comme ça, ou jouer avec ses frères, des choses comme ça. Fait que c'était 5 jours. Le samedi, c'était juste au stade à la Séverine, mais sinon, c'était les matins aussi. Les matins, c'était avec Jean-François, c'était surtout des matchs qui jouaient avec des adultes, des choses comme ça, mais c'était quand même 5 matins, ça aussi. Quand Ça a même, hein? été oui. Non, c'est ça, parce que moi, je parle souvent maintenant avec des jeunes parents, tu sais, qui veulent choisir un sport, puis tu sais, je sais ce que ça prend. Puis quand on dit projet familial aussi par la suite, tu sais, c'est toute la routine du matin qui est affectée, les Ah ouais. routines du soir, de la famille. Puis toi, même pour trouver le temps de travailler là-dedans ou tu sais, quoi que ce soit, c'est. euh, En tout cas, ça. Non, mais même Alexis, des fois, je blague, entre 10 et 14 ans, il a mangé 80% de ses repas dans la voiture. Il déjeunait dans la voiture, il dînait dans la voiture, puis en revenant, il collationnait avec souper, oui, à la maison rapidement quand on arrivait, mais pas rapidement, on prenait le temps de souper, mais sinon, il était dans la voiture, il mangeait la plupart de ses repas tout le temps dans la voiture. c'est fou. Fait que ça a fait tout un changement quand finalement il est rentré au Ah Centre oui. national, non? Oui, tout à fait. Là, j'appelais ça un peu plus le Club Med, là, parce que là, j'allais le conduire là, le matin, puis j'allais le rechercher en route. C'est ça. Ouais. Et Est-ce que je te coupe un peu? Fait que ouais. c'est ça. Là, mais après, quand il était pris au Centre national, tu allais le reconduire le matin, et puis il pouvait faire école, tennis, Oui, fitness, tout sur place, physio, puis tu allais juste le oui, rechercher le soir. Là. Fait que, exact. ouais. Oui, Puis Chantal, j'aime beaucoup ce que tu c'est ça, je dis, dis. c'est un projet client. Ouais, puis j'aime ce que tu dis. Puis c'est vrai, puis c'est encore vrai. Le tennis, c'était vraiment, ça appartenait à Alexis. C'était son sport, c'était son choix. Et comme Chantal a dit très bien, il se levait le matin, puis il fallait qu'il le fasse pour lui parce que c'est ce qu'il voulait faire. Puis il voulait aller jouer au tennis, il voulait compétitionner. Il était tout petit, il avait 10 ans, puis il rêvait de cette. Puis tu sais, c'est la même génération que Félix, hein. Ouais, Quand vous voyez qu'Alexis et Félix sont ensemble, c'est des amis. Je veux dire, c'est des amis qui ont vieilli, grandi ensemble. Et ben, il est sur un terrain de tennis, Alexis, parce qu'il tripe, il aime ça. Chantal, petite question. Tu sais, on parle de 10 à 14. On parle de la transition vers le Centre national après qui a facilité ta vie. Mais dans le 10 à 14,
qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile par rapport à l'aspect peut-être familial, par rapport avec Alexis? Y a-tu des moments où tu questionnais le choix de supporter et encourager Alexis dans son rêve? Mais c'est sûr qu'il est arrivé, parce que moi, c'était quelque chose qui était important pour moi, l'éducation. Je me souviens, il a fait sa quatrième année, il manquait souvent. Il arrivait en retard, c'est à l'école primaire. C'était plus facile parce que les autres enfants étaient tous passés, les trois plus vieux. Fait que ça facilitait parce qu'il manquait beaucoup d'écoles, en fait. Là. Ça, c'est quand il partait pas pour des tournois, quand il partait Ben pas oui. pour des tournées, des petites choses comme ça. Mais je me souviens qu'en quatrième année, il manquait déjà beaucoup d'écoles. Il arrive en cinquième année, qui est une année importante à l'école, préparatoire. Dans ma tête, je pensais même qu'il irait à l'école internationale. Moi, j'étais un peu maniaque. Donc, la cinquième année, j'ai fait comme, OK, fin de la cinquième année, il fallait que je prépare ses examens pour le secondaire. Tout bonnement, j'ouvre un cahier, comme j'ai fait avec les grands. On va commencer la préparation pour les examens du secondaire, toujours, comme je dis, dans le programme international dans ma tête. Je commence à faire quelques exercices. Je me dis, mais voyons donc, tes grands frères, grandes sœurs, là, ils ont fait ça facilement, toutes ces choses-là, ces pages-là. Là, je commence à poser un peu plus de questions. Il n'avait pas vu ça, il avait pas vu... Mais il y avait toutes des bonnes notes sur son bulletin. Il y avait des 80, 90 partout. Mais la matière n'avait pas été acquise ou pas faite, je ne sais pas. Fait que là, j'ai eu, oh, qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai eu la brillante idée de faire l'école à la maison. Fait que pour Alexis, il a fait sa quatrième, cinquième et sixième année en sixième année, finalement. Mais ça a été vraiment un moment où je me suis dit, c'est la bonne chose, là, de le mettre dans le tennis aussi intensément, intensivement. J'ai vraiment eu à ce moment-là là, plus de questionnements. Parce que pour le reste, ça ne nous dérangeait pas. Quand il partait les tournois, les championnats québécois, championnats canadiens, on demandait aux autres enfants est-ce que ça vous tente. Là, on hypothèque les vacances. Il n'y aura pas vraiment de vacances. On va passer une semaine à Tremblant pour les championnats 12 ans, exemple. Des trucs comme ça. Mais ça a toujours été comme facile. Les enfants étaient tous, oui, oui, on veut y aller. Ils étaient tous super contents. Ça a été vraiment plus au niveau scolaire où est-ce que là, c'est ça, moi, qui m'a fait C'est vrai, vraiment hein? hésiter à est-ce qu'on continue là encore? Oui, Le système scolaire, tu sais, au c'est vraiment primaire, ça, moi, qui était. n'est pas vraiment adapté nécessairement pour le sport de haut niveau, là. C'est pas facile. Tu sais, comme rendu au Ouais. secondaire, tu as des sports-études et tout, ça va mieux, là, mais au primaire, moi aussi, je me Oui, rappelle, j'en ai raté beaucoup d'écoles. Faut que tu sois bon pour apprendre tout seul. Ben, tu sais, Marie-Ève, tu le mentionnes, puis Chantal aussi, mais ça oui, démontre à quel point, je veux dire, c'est pas pour tout le monde, là. Si tu n'es pas indépendant, si tu n'as pas C'est sûr. la discipline de dire je m'entraîne, je voyage pendant 3 semaines, je reviens, il faut que je reprenne mes Ben, examens, ou l'encadrement des parents ou aussi qui l'encadre, sont. exactement. Je veux dire, c'est pas facile. Puis, tu as raison, Chantal. Puis, je pense que plusieurs années plus tard, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui sont encore dans cette situation-là de savoir on fait-tu la bonne chose, de les envoyer dans le sport si rapidement à temps plein Mais en même temps, tu n'as versus comme pas le l'école. Mais choix. tu n'as Quand pas tu le as un choix. jeune comme Alexis, je pense, qui est passionné, qui adore ce qu'il fait, qui est bon, en tant que parent, tu n'as pas envie d'y mettre des bâtons dans les roues puis de dire oh non, tu n'auras pas cette Oui, opportunité-là. exact. oh Tu non. n'as presque pas le choix. Là, tu sais, tu fonces puis tu t'adaptes. Là, puis Ouais. c'est ça. Oui. C'est- Ouais. Mais Trouve des solutions, effectivement, j'adapte, trouve des solutions, c'est comme OK. exact, exact. Puis finalement, ça a bien été, Oh, les études là, pour Alexis, parce que lui a décidé, ben, je ne sais pas si influencé par vous et tout, mais a fait le choix d'aller à l'université américaine. Comment ça s'est passé, ce choix-là? Premièrement, de décider, OK, je vais aller jouer à l'université américaine. Puis deuxièmement, ben, de choisir à quelle université il allait aller. ouais. Alexis, au centre, il était au centre national. Euh, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient décidé de faire ça, de faire le choix d'aller à l'université américaine, et encore moins avec le système québécois qu'on avait. Il y avait des joueurs comme d'autres joueurs qui venaient de l'Ontario ou de l'Ouest canadien, qui eux ont des grade 12, puis c'est un peu différent, donc un peu plus arrimé avec le système scolaire américain. Mhm. Nous, au Québec, on a secondaire 1, 2, 5, ensuite on a cégep, donc il y a comme un an de battement Exact. qui, qui habituellement, il faut faire jusqu'à secondaire 5 et rajouter une autre année qui appelle de faire Ouais. un grade 12 à distance. Et moi, je voulais pas qu'il fasse le grade 12 en plus de tout ça. On avait un super André Barrette qui était le tuteur au Centre national et j'ai eu l'idée un peu folle de lui dire, mais pourquoi tu lui pas faire
les 2 ans en un, encore une fois, son secondaire 5 et son grade 12 en même temps. J'avais comme tout pris des informations. J'avais déjà à parler à plusieurs universités, savoir la possibilité de le faire, tout ça. Donc, André a embarqué dans ma folie. Donc, ça a été le premier, Alexis, à faire cette façon-là, de ne pas faire de grade 12, de faire plus de crédits, beaucoup plus de travail. Donc, c'est moi qui l'ai aidé beaucoup en plastique, en histoire, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est des trucs, c'est ça. Puis, et donc, ce qui a fait que ça a été, il y a 1 an plus tôt, son nom n'était pas sorti pour les universités américaines. Il n'était pas les stars qu'ils appellent, là, les blue, whatever. Il y a comme un système que je suis moins. Puis donc, il n'était pas éligible, en fait, parce qu'il n'avait pas été répertorié comme ayant fait son grade 12. Parce qu'il était plus jeune, Mais finalement, avec le système scolaire. Exactement. Ouais. Il avait 16 ans et demi, disons, quand il a tout gradué, fait au lieu d'être presque 18. Donc, ça a été comme un peu l'inverse. Il a fallu que ce soit moi, au début, qui contacte quelques universités pour expliquer qu'Alexis était éligible. Donc, ça a été moins la course à recevoir plein d'offres. Sauf qu'Alexis savait très bien ce qu'il voulait. Il voulait jouer dans une division 1. Il voulait jouer dans une bonne conférence. Et c'est ça, dans une université qui était top 30 idéalement. Tout ça. Lui, il avait ses critères et moi, j'avais les miens. Il fallait que ce soit une bonne université, des choses comme ça. On est allé visiter ensemble 2 universités. Okay. Et donc, une qui était une université privée en Californie, qui était super. Il y était comme 30 élèves par classe. Mais Alexis n'a vraiment pas aimé. C'est pas une université de tennis, c'est une université plus comme jet set. C'était pas assez à son goût sur le tennis. Okay. Donc, il est allé visiter celle tout seul. Il dit, je vais aller voir celle à Raleigh, à NC State. Il est allé. Il a beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris les informations puis tout ça. Alexis parlait l'anglais, mais pas beaucoup, tu sais. Il a décidé de tenter l'aventure. Ça, c'est tout le niveau scolaire. Donc, le choix, par contre, ça a été un peu plus... Il a fallu comme discuter quand même avec lui, là, les parents, pour... C'est sûr que lui, dans sa tête, sûrement, là, il se disait, il voyait Félix qui commençait déjà à faire des tournois professionnels, son classement montait. Et Alexis, dans le temps, qui était une pré-universitaire et universitaire, c'était très strict, les règles. Alexis pouvait faire 3-4 tournois par année, des challengers, des trucs comme ça. C'était très strict. Donc, ça limitait la chance d'avoir un classement, des choses comme ça. Lui, il voyait ça. Mais comme c'est le bébé, on voyait bien qu'il grandissait aussi physiquement, pas rapidement. Il était quand même petit à 16 ans, comme mes 2 plus vieux. Et la maturité psychologique, mentale aussi, on le voyait qu'il n'était pas encore mature, tout ça. On a parlé, on a fait un peu le pour et le contre, mais je pense que c'est ça qui l'a résonné un peu plus, le côté académique, que je voulais qu'il ait un bac, comme ses frères et sœurs, parce que pour nous, c'était l'héritage qu'on voulait leur laisser. Il a trouvé ça correct, important, mais ça a été vraiment l'argument de sa maturité physique, sa maturité mentale, psychologique. Ça l'a plus rejoint. Et c'est là qu'il a dit, ouais, OK, c'est une bonne idée. Puis, il ne le regrette pas. C'est sûr qu'il y a eu un concours de circonstances. La COVID est arrivée sa 4e année, qui était censée graduer. Il a fallu qu'il tire d'1 an, sinon il n'y avait rien. Okay. Surtout qu'il n'y avait pas de ranking. Mais sinon, à ce jour, j'en parle quelques fois comme ça, puis il ne regrette pas son choix. C'est sûr que après, la transition est très différente. Il se fait dire, moi, je me fais dire souvent, il y a quel âge? Il y a 25 ans. Oh, OK. C'est vieux, hein? Non. En fait, c'est juste 3 ans qu'il est sur le circuit. C'est comme encore le programme de transition ou le fait d'être en transition n'est pas encore adapté. D'ici 10 ans, je le sais que ça le sera, mais les gens ne font pas encore le lien. Ah, non, c'est vrai, il y a plus de 5 ans à l'université américaine. Écoute, dans mon temps, Chantal... à 18 ans, ils sont censés... Dans mon temps, on me disait à 22 ans, ouais, t'es pas top 100, là, tu vas prendre ta retraite bientôt. Ouais, je m'étais fait dire ça, là, tu sais, fait que les choses s'améliorent parce que puis j'avais pas de support financier aucun rendu là, à part jouer pour la Fed Cup, parce qu'on pensait que normalement,
C'est ça, tu étais considéré vieux là, à partir de 22 ans. Maintenant, de plus en Ah oui, plus, le changement se fait tranquillement que, oui, on mature plus, tu sais, ça prend plus de temps Ouais. à évoluer sur le circuit. Puis en plus, on joue plus longtemps. Là, ça se voit de plus en plus qu'avant, tu sais, à partir de 30 ans, tout le monde commençait à te parler de la retraite aussi. Là, maintenant, ça joue bien plus tard. Là. Oui, puis Chantal, tu oui. survoles là-dessus, mais bon, on t'a dit qu'il n'y avait pas de regret, mais est-ce que on est venu te voir? Parce que je suis sûre qu'Alexis a eu des réflexions de gens, des commentaires. Ah, tu t'en vas à l'université, donc tu veux pas être pro. Ah, c'est pas le choix à faire. Bon, dans le temps, on se ramène là, puis tu le dis, dans 10 ans, on va avoir une autre réflexion, puis on va en parler, Marie-Ève et moi, plus tard dans l'émission, mais est-ce que tu as eu des commentaires justement négatifs que c'était pas le bon choix à faire et que ça allait complètement là, arrêter la carrière d'Alexis quand ce choix-là il a été fait? Je dirais qu'à peu près tous les parents et les coachs et du milieu dans lequel Alexis évoluait à ce moment-là, personne était en accord avec ce choix-là, ça c'est sûr. Ah, c'est fou, hein? Fait, mais Puis c'est pour ça. finalement, tu sais, comme il est content, non, de son expérience. Son tennis s'est Oh oui, amélioré, puis tout à il a fait. adoré son expérience. Il a étudié en finance, je pense, si Oui, je me souviens bien. oui, Puis d'ailleurs, il peut continuer tu sais, j'imagine, oui, à travailler là-dedans en étant encore sur le circuit. Ça le distrait de oui. justement juste penser à du tennis. En tout cas, moi, je suis pas passé par l'université américaine parce qu'on avait cette mentalité-là dans le temps que, hey, si tu veux Ouais. être professionnel, il faut que tu dois y aller tout de suite. Puis j'ai vu Oui. toutes mes amies américaines qui avaient à peu près le même niveau que moi, qui sont allées faire 1, 2 ans, ou, tu sais, puis finir par après, avant d'aller professionnel. Puis je trouve que c'est une approche, en fin de compte, qui te permet de t'établir, de te comprendre mieux avant puis d'arriver vraiment prête à 100 quand tu arrives sur le circuit Ben oui. professionnel. Puis comme dit Chantal, je veux dire, à quelque part, il y a une question aussi, c'est pas tout ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça te prend une maturité physique, une maturité psychologique. Bon, ça te prend aussi, on en parlait de l'autonomie un peu. Puis Chantal, je trouve que, encore une fois, tu sais, je trouve ça génial là, que vous avez été capable de suivre votre instinct, de vraiment avancer avec vos valeurs familiales qui étaient et qui sont toujours hyper importantes. Puis quand tu vois Alexis, il y a encore le sourire, il y a encore le bonheur, le plaisir d'en face, ce jeune-là. Et ça, il ne faut pas que ça change. À chaque fois que je le vois, puis il me regarde, il le sait, il faut que ça reste. Est-ce que quand même, là, on arrive dans un parcours où on peut presque dire que tu es une parent d'expérience du développement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment entre le moment qui a touché sa première raquette et maintenant? J'essaie de penser. Puis ça se peut que ça soit non, hein? Ouais, mais pour vrai, je pense pas, parce que quelque chose que j'ai toujours, encore à ce jour, je pense qu'il a été la recette. Donc, c'est pas quelque chose que je changerais, mais quelque chose que, si je peux me permettre, quelque chose que je regrette au contraire. J'ai toujours comme, je me suis occupée de plein de trucs pour Alexis. J'étais là pour tout, tu sais, les collations, tu sais, tout. J'étais très présente avec tous mes enfants, mais et Séverine, tu pourras quand même en témoigner. Quand ça a rapport à quelque chose qui était qui a rapport au tennis vraiment, là, sur le court de tennis, c'est quelque chose que je m'occupe pas, je me suis jamais impliquée, j'ai C'est vrai. toujours laissé les gens, j'ai respecté le boulot des gens qui étaient là, qui étaient en poste, qui étaient là pour Alexis. Et je pense que ça a préservé vraiment la relation avec Alexis et moi, mais avec Alexis, ses frères, on a toujours essayé d'être là pour lui, de le supporter, de lui parler, oui, de tennis, mais pas de son tennis, de pas de s'impliquer à ce niveau-là. On a respecté, parce que pour nous, Alexis, encore moi, c'est sûr, je suis sa mère, mais c'est un être humain, c'est un bel être humain à la base. C'est pas un joueur de tennis avec ses frères et sœurs aussi. C'est pas un plaisir de lui rappeler que c'est juste le petit frère. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Ah non, non, je pense pas. mais c'est oui, puis je confirme, c'est ça qui facilite aussi le travail de l'entraîneur, facilite aussi la progression du jeune, c'est chacun son rôle. Mais chacun son rôle ne veut pas dire qu'en tant que parent, tu
tu te recules puis tu poses pas des questions. Il faut poser des questions, il faut avoir aussi un œil sur ce qui se passe parce que ben, le parent, il est là pour le bien de son enfant Exact. aussi. Oui. Puis ça, je pense qu'effectivement, puis je suis contente d'entendre que tu n'as rien à changer, Chantal, parce que honnêtement, que les expériences soient positives ou non, c'est ce qui fait qu'Alexis est Alexis aujourd'hui. Ben oui, je pense aussi. Puis, c'est ça. Puis quels sont, tu dirais, les plus grands défis maintenant pour Alexis qui est sur le circuit professionnel? Tu dirais que c'est quoi la plus grande difficulté? Ce qui a été et ce qui est c'est mieux, mais c'est vraiment d'avoir une stabilité. Dans le fond, c'est un cercle vicieux. Alexis a dû changer quand même souvent, si on peut dire, de coach, parce que des coachs avaient des meilleures offres par des fédérations ou même pas capable de trouver un coach parce que ça coûte trop cher. Donc, Alexis, dans les 3 années qu'il a joué, il y a eu peut-être 3, 4 mois par année seulement des coachs. Le reste du temps, il était tout seul. Fait que c'est vraiment ça, encore, je trouve, qui est difficile, c'est d'assurer une stabilité aux joueurs. Désolé, ça découle en fait du niveau financier parce que si le côté financier serait comme pas un souci, ce serait plus facile d'avoir, parce qu'à la base, d'avoir un entraîneur, c'est ça qui fait toute la différence, rendu à ce niveau-là. Ouais. Mais d'être souvent seul, c'est avec la progression, je trouve qu'elle n'est pas aussi rapide que ça l'aurait dû et que ça le devrait. Parce qu'Alexis a le potentiel, on se le fait dire, là, pas juste par nous, parce que c'est le meilleur à nos yeux, mais on se le fait dire par les gens même de la Fédé. Je veux dire, Alexis a le potentiel pour aller de top 7, top 50, top 30. C'est ça, c'est la structure en place professionnelle Puis qui est difficile à assurer. si tu es à l'aise, je sais qu'il était passé à l'émission, c'est quoi, l'indice McSwing, Oui, pour parler oui. justement combien ça coûte d'être sur le circuit professionnel dans une année ou d'avoir un entraîneur. C'est quoi comme investissement? À toi de nous dire, là, si tu es à l'aise d'en Moi, parler. ça ne Là. me gêne même pas parce que, un exemple, parce que c'est moi qui fais sa comptabilité aussi, l'an passé, en dépenses, il n'y a pas eu un entraîneur toute l'année, mais il y a 249 000 de dépenses l'an passé. Incroyable, hein, quand Ouais, même. C'est fou, là. Puis il n'y a pas d'entraîneur à temps plein, puis il ne voyage pas avec un physio. C'est juste ses dépenses, les dépenses, les semaines qu'il y a eu un coach, le salaire du coach, l'avion du coach, l'hôtel, le ci, le ça. C'est tout, là. c'est ça, parce Fait que que c'est les gens ne se rendent pas compte, mais sur le circuit professionnel, tu sais, tu es ta propre business en tant que Ben joueur. Fait, oui. tu décides d'engager un entraîneur, ben oui, tu payes son salaire, mais il faut que tu payes toutes ses dépenses quand il est en tournoi avec toi, ses billets d'avion, l'hôtel. Donc, Oui, puis là, tu peux pas dire je pars un dimanche parce que le billet est moins cher, là. Il faut que tu partes quand tu pars. Puis, effectivement. je veux dire, à un moment Et dernière donné, minute, tout le temps, c'est ça. oui, exact, ça coûte cher. Puis c'est de remettre en perspective quand des fois on voit des tournois puis on fait ah, il a gagné 50 000 sur un premier tour. Oui, mais ça lui coûte 250 000 dans l'année. ouais. Fait que des fois, c'est plus. Tu sais, c'est un Et commanditaire qui te garantit de payer ces dépenses-là, c'est Ouais, correct, mais quand il faut que tu l'avances, parce que tu n'as pas de garantie combien tu vas gagner si tu vas mieux, si tu vas bien jouer dans l'année non plus. Fait que je comprends très bien. Là, j'étais dans ouais, cette situation-là, puis tu te dis, OK, l'investissement de 200 000, il va-tu me rapporter aussi? exact. Fait après ça, tu es très critique aussi par rapport à tes entraîneurs parce que tu sais le sacrifice que tu fais financièrement pour l'avoir avec toi. Fait que tu veux que l'entraîneur Ouais. soit sa coche en Titi. Là. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis il y a d'autres réalités aussi qu'on ne réalise pas toujours, mais les joueurs comme Alexis, qui jouent, oui, pour la Davis Cup, des choses comme ça, sont fiers de représenter le Canada. Alexis est encore résident du Canada, donc les impôts, Ah ouais. notre système d'impôts au Québec, au Canada, Alexis, c'est la moitié de tout ce qu'il gagne. Tu sais. Fait que ça paraît. Des fois, tu regardes, ah, c'est prize money, il a gagné 200 000. Oh, il y en a 100 000 qui a été Ben oui. déjà en impôts. Fait que c'est toutes des petites choses souvent que les gens ne réalisent pas, voient juste les gros chiffres par-ci, par-là, ça a l'air impressionnant, mais l'équation au bout de la ligne est quand même souvent plutôt dans le négatif encore quand les joueurs ne sont pas dans le top, disons, au moins 70 peut-être, là. Oui, mais je pense que justement, hein, c'est ce qu'on dit souvent aux parents. Il a fait des choses, vous avez fait des choses en tant que famille priorisée jeune, et je pense que c'est payant aujourd'hui parce que, bon, malheureusement, on vient de le dire, il faut qu'il voyage seul, mais si tu n'es pas Ouais. autonome, si tu n'es pas structuré, même si tu es pro, c'est vraiment difficile.
Puis Chantal, avant qu'on termine et que tu retournes sous les palmiers, sur la plage, pendant qu'ici on attend peut-être plein de neige, Ah, euh, est-ce que si tu avais quelques conseils à donner aux parents qui nous écoutent, là, des parents qui, pas juste qui commencent le sport, mais qui se disent, ben, peut-être, nous, on est en réflexion, notre enfant a 10 12 ans, est-ce qu'on va vraiment dans le parcours à temps plein, ou soit qui s'en va vers un parcours universitaire, ou bien qui veut être pro, tu as tout fait. Quel conseil tu donnerais à ces parents-là? Il y en a un qui vient, ben, qu'on a établi ensemble quand il était jeune, Alexis. Nous, c'était notre baromètre, Alexis. Il fallait qu'il trouve son compte, donc sourire. C'était comme le repère. Si Alexis, il sourit. Avec l'enfant, je pense qu'il faut être sûr qu'il est bien, qu'il est bien dans ce qu'il fait. C'est sûr qu'il y a des périodes où est-ce que ça va pas super bien. Il faut être là aussi. Il ne faut pas être là juste quand. Il faut être là quand ça va moins bien aussi pour eux. Mais je pense d'être nous, les parents, toujours positifs, de les épauler, de les accompagner dans ça, mais que ce soit leur choix à eux. Faut pas. Et de ne pas faire sentir si on a des inquiétudes ou des trucs, des fois qu'on aime moins d'un autre. C'est juste de parler adulte à adulte, de ne pas inclure l'enfant dans ça. Ça, j'ai toujours fait très attention, de ne pas saper d'autorité, comme on pourrait dire. Fait que je trouve ça important. Fait que ça serait de garder son rôle qui est parent, puis de juste accompagner les jeunes dans leur sport, dans le plaisir. Et c'est vraiment, je pense encore même, Alexis, qui gagne, qui perd, c'est le même message que j'y envoie à chaque match, peu importe qui est où dans le monde. Là. Il n'y a pas un message, ah, t'es bon, je te trouve fin, puis t'es. Non. Il y a son petit bisou, il gagne, il perd. Il peut avoir joué le meilleur match de sa vie. Je ne vais pas y écrire quelque chose de plus fin. C'est ça. C'est du tennis aussi. Puis lui, c'est d'être là, puis juste les accompagner, puis les laisser. C'est ça, c'est de les laisser vivre leur rêve, leur projet, puis nous de les accompagner, mais dans le respect de tous. Ouais, puis j'ai comme envie d'en rajouter un parce que je te connais bien, puis tu l'as dit tout à l'heure, de suivre ton instinct de parent. Hein, c'est ce que tu as fait Oh, quand tu as eu des choix à faire au niveau de l'école, quand c'était le temps d'aller à l'université. Tu avais plein de voix qui te parlaient, qui disaient, ben non, on va pas faire ça, ben non, il va pas aller à l'université. Je pense que l'instinct, des fois, du parent, il faut pas le questionner. Il est là, il faut le suivre. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Chantal? tout à fait. Ah ben oui, ça c'est dans toutes les sphères quand on est parent, il faut s'écouter, faut écouter notre petite voix qui nous parle et la suivre. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont moins d'accord, mais au bout de la ligne, si on y va avec notre instinct, on va avoir beaucoup moins de regrets, peu importe ce qui arrive, je crois. Oui, j'aime exact. ça. Hey, merci beaucoup, Chantal. C'était vraiment Ben, un merci à vous plaisir deux. de t'avoir comme Merci. invité. Puis, Ben, Chantal, merci à vous deux. avant que tu nous quittes, là, si on Ouais. souhaite quelque chose cette année à Alexis, c'est parce que, bon, ça fait quoi? Ça fait 2 3 mois pour Alexis qu'on essaie de l'avoir à bris d'égalité. On sait que ça s'en vient, mais il est occupé. Ouais. Écoute, Marie-Ève, Chantal me disait que suite à la Coupe Davis, il a joué un match de fou le dimanche. Il partait le soir en Inde. Fait que il ne faut pas penser On qu'ils enchaîne. s'en vont. On enchaîne. On Ouais. souhaite quoi, Alexis, cette année, Chantal? Euh, qui réalise déjà un des objectifs qu'il veut pour cette année, minimum ben, le top 100, tout ça sans être blessé, de garder son corps en santé, son corps et sa tête en santé, la stabilité d'une équipe autour de lui, c'est vraiment ça qu'on lui souhaite tout le monde. Ah, ça me semble des bons objectifs, ça. Puis je suis persuadée, là, en tout cas, de la manière dont je l'ai vu jouer en Coupe Davis, là, qu'il Ouais. devrait connaître une bonne année puis atteindre ses objectifs. Merci Chantal, beaucoup. merci tellement, écoute, d'avoir Merci pris à du vous temps de nous autres. parler. Toujours un Oui, bonheur. C'était un c'est ça. bonheur quand Alexis avait 10 ans, cela encore aujourd'hui. Ouais, moi Salut aussi, je toute la famille pour nous et avec plaisir. on souhaite vraiment que ces objectifs-là soient réalisés d'ici la fin de la saison. Alors, on se reparle À bientôt. bientôt, Chantal. Merci Merci. encore. Bye Bye. bye. Merci. Ah, bon. Donc, super intéressant hein, Oui, de voir. Parce que j'étais contente de l'avoir, Chantal, parce qu'il y en a beaucoup de parents qui sont impliqués dans la carrière de leurs jeunes, mais la plupart qui sont très impliqués sont aussi sur le terrain. C'est pas le cas. Comme elle l'a bien expliqué, elle a toujours laissé le rôle des adultes autour d'Alexis jouer le rôle de coach, d'entraîneur physique, peu importe. Puis elle, de continuer à jouer
son rôle de mère, d'accompagnatrice. Oui, puis honnêtement, elle l'a bien fait, puis je suis contente de l'entendre, puis tout s'est fait dans le plaisir. C'est comme elle disait, hein, c'est des hauts, c'est des bas. En tout cas, on l'a vu jouer, Alexis, on lui souhaite une bonne saison, on espère l'avoir avec nous bientôt. Puis au final, il vit son rêve d'être joueur de tennis. C'est très, très difficile. Il y en a très peu qui parviennent à ce niveau-là. Puis comme on a pu le voir, la route est longue pour y arriver. Puis c'est long aussi pour continuer chez les professionnels, mais je suis persuadée qu'il va y arriver là, cette année à rentrer dans le top 5. Oui, que de sacrifices. Alors maintenant, Marie-Ève, on va aller au coin de l'entraîneur, au coin du coach. Yes! Donc, pour le coin du coach aujourd'hui, Séverine, on a Mélanie Olivier qui est avec nous pour nous parler de nutrition. Bon, Mélanie, on a... Oh, wow! Écoute, t'es plus que prête. J'aimerais quand même... de mon frigidaire et pas de l'univers. J'aimerais que tu vois, là, j'ai le Self Booster aujourd'hui, c'était notre drink pour notre podcast. J'espère que tu es fière de nous, tu es fière de moi quand même. Peut-être qu'elle va donner des correctifs. Bon, écoute, Mélanie, on l'a vu dans la première émission, on ne va pas passer tout son bagage parce que c'est un petit peu comme moi. C'est une femme d'expérience de plus de 30 ans. La top du top, c'est-tu là que la top du top. Bon. La top du top. Puis Mélanie, on est super contente de t'avoir aujourd'hui parce que avec Marie, même nous, écoute, tu rirais parce que quand on fait la télé, on a des matchs, on a nos petits snacks à côté. Là, on scanne, on n'est pas sûr si ça a trop de sucre, pas de sucre, en tout cas. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quoi, Mélanie? Bien, on voulait parler un petit peu de avant, après les entraînements, les compétitions. Je pense que c'est un gros défi pour la plupart des familles, des jeunes et des moins jeunes. Pour avoir été autour des athlètes, on sait que c'est toujours une question qui revient. Donc, s'il y avait d'autres questions, ben n'hésitez pas. Oui. Mais en fait, moi, je commence toujours parce que, tu sais, on le sait, là, on l'a vu avec la mère d'Alexis, le grand défi, c'est souvent un défi de temps qu'on a. Exact. Et donc, le temps avant, le temps après, les délais qui sont souvent fréquents aussi. Donc, l'importance d'avoir suffisamment de nourriture prête, que ce soit en transit. Hein, les athlètes souvent voyagent beaucoup très tôt. Donc, et on sait que dans les aéroports, on n'a pas toujours beaucoup de choix. Et bon, il y a toujours le défi de l'école et des entraînements. Donc, tout ça fait en sorte que souvent, les gens vont manger dans leur voiture entre deux portes, on va dire. Donc, moi, je dis toujours, faut penser que l'estomac, c'est comme un entonnoir. Donc, je donne toujours l'idée que plus j'ai de temps, plus je peux mettre des choses qui vont se digérer et avoir le temps d'être digéré et absorbé. Moins j'ai de temps, plus ça doit passer rapidement. Donc, c'est vraiment une image assez facile à retenir. Et par contre, ce que ça fait souvent, c'est que là, on a un défi où est-ce qu'il y a des aliments qui sont très sains, qu'on veut, qui ont beaucoup de fibres alimentaires ou de plus de protéines, qui demandent plus de temps de mastication. Donc, comment les intégrer? Aïe, aïe, aïe. On t'écoute. Donc, habituellement, la règle d'or, c'est dans l'heure avant, on essaie d'aller avec ce que j'appelle le manger mou, là. Donc semi-liquide, 45 minutes. Là, on va avoir quelque chose qui se digère bien, hein, qui passe bien dans l'entonnoir. Fait que c'est sûr qu'on va aller vers des petites collations qui se consomment facilement puis qui vont apporter davantage de l'énergie qui va être facilement disponible pour les muscles, pour le cerveau. Et Mélanie, pendant que tu parles Oui. de ça, c'est très drôle, l'anecdote. Des parents, l'enfant joue à midi. Oui. Et le parent qui va voir son enfant qui dit, écoute, là, tu joues en plein dans l'heure du lunch, là, à 10h30, 11h, il faut que tu manges ton spaghetti, ton sandwich pour être sûr que tu pactes un peu pour ne pas avoir faim à 1h. Est-ce que tu dirais que c'est une bonne idée? Bien, en fait, on peut avoir un mini repas là, vers 10h30, mais ça va être tout petit. C'est vraiment des mini portions, là. Donc, c'est sûr qu'on peut aller avec une pâte blanche qui va, faut dire aussi pour un adolescent, les jeunes ont une capacité de digestion qui est supérieure à la nôtre, là. Ils ont vraiment une capacité de Qu'est-ce que tu veux dire à la nôtre? C'est un peu, hein?
Ben, aux parents, OK? Parce que, donc, c'est sûr qu'ils peuvent facilement consommer une petite salade de pâtes, un demi-sandwich, même un potage avec des petits craquelins. Tu sais, dans l'heure et demie, il y a moyen quand même d'intégrer des choses santé qui vont aussi apporter des légumes, des vitamines, etc. Donc, ça, c'est possible. Puis après ça, ben c'est sûr que si on a vraiment plus beaucoup de temps dans la demi-heure avant, là, on peut aller avec justement là, des fruits séchés, des dattes, des canneberges, des petites boîtes de raisins secs, des petits fruits en coupe. On peut aller avec ça. Si on a plus que 45 minutes, ben c'est sûr que là, on peut intégrer les produits laitiers qui sont faibles en gras, qui sont faciles à boire aussi. Des fois, c'est pas obligé de tout le boire non plus, dépendamment de notre tolérance aux produits laitiers. Ça peut être des produits de soya aussi. J'ai la petite boisson de soya qui peut se prendre également, soit dans l'heure et demie avant ou carrément après. Fait que des fois, les deux options peuvent se prendre soit avant ou soit après. Mais avant, on veut vraiment que ça cause pas de troubles digestifs, c'est-à-dire qu'on ait des rapports, qu'on ait mal au ventre, qu'on ait du reflux, de l'acidité. Donc, on veut vraiment quelque chose qu'on est habitué, qui se digère bien, qui est facile à mastiquer. On ne veut pas s'étouffer. Donc, De c'est des choses préférence. idéalement, donc c'est des choses qu'on va pouvoir prendre, même quand il fait très chaud. Tu sais, le petit jus de légumes aussi, ça va être du potassium. Oui, c'est salé. Fait que s'il fait très chaud, on peut aussi, si on le tolère bien, avant. Sinon, on peut le mettre après avec un aliment qui va fournir un petit peu plus de protéines ou de fibres pour apporter de la satiété. Donc, avant, on veut vraiment quelque chose qui va être liquide, semi-liquide, si on n'a pas beaucoup de temps. OK. On veut avoir quelque chose qui va fournir de l'énergie, donc des sources de glucides. Donc, que ce soit des pâtes blanches, des petits copes de riz blanc, il y a vraiment beaucoup d'options. C'est sûr que là, on a nos fruits quand même aussi. Hein, la banane, là, c'est le temps des Pourquoi que la banane, kiwis. c'est un classique autant? Je ne sais pas Ah, si c'est dans tous les autres sports, là, mais au tennis, là, la banane est tout le temps là. un, ben, c'est facile à transporter. Deux, c'est une source de glucides. Trois, en plus, j'ai quand même des micronutriments, là. Tu sais, on parle du magnésium, du potassium. Donc, c'est quand même intéressant comme source d'énergie nutritive. Et c'est très facile. Fait que rajoute un petit peu de beurre, d'amande, d'arachide, puis j'ajoute un petit peu de gras de protéines pour que ça tienne un petit peu plus longtemps. Et puis, ça fait quand même une collation. Je peux aussi mettre ça dans un petit pita pain nan sur une galette de riz. Il y a moyen beaucoup de moduler autour de la banane. Oui, mais la banane, il faudrait dire aux parents quand même qu'on ne mange pas ça aux premiers 5 minutes et on n'en a pas 12 dans notre sac, hein? Parce que j'ai Pas déjà vu des. nécessaire. Non, mais j'ai déjà vu des jeunes, je leur demande, tu manges une banane, pourquoi? Ah, parce que mes parents l'ont vu à la télévision, fait que là, il faut que j'en mange une à l'heure. OK, parce qu'on est ici 2 heures. Donc, il faut faire Tu as des attention, hein, expériences bizarres, c'est vrai. bizarre, mais c'est ça, Ah, va ça falloir que je m'envoie des regarde ça, choses. là. Va falloir que je parle à ces jeunes-là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il n'y a pas Mais besoin c'est vrai d'avoir 12 que bananes. c'est vraiment un bon point parce que souvent les gens, oui, vont voir les professionnels faire des choses à la télé et ils vont transposer ça à leur réalité qui n'est pas du tout la même. Hein. Donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. La recommandation pour pendant l'effort, il faut vraiment que ce soit un effort soutenu pendant plus d'une heure et demie. Donc, Bon. en deçà de ça, en deçà de ça, Mhm. de l'eau, ça va être suffisant, sauf si je n'ai pas mangé là, pendant 2, 3 heures avant. Mais si j'ai pris ma collation avant, j'ai un entraînement d'1 heure et demie à 2 heures, je peux facilement, j'ai des pauses, je peux facilement subvenir à mes besoins avec de l'eau. C'est sûr, si on est à l'extérieur, il fait extrêmement chaud. Je suis un adolescent qui a fini sa croissance, qui sue énormément. Là, peut-être qu'on va ajouter des petits fruits séchés ou une demi-banane, là. Ou la banane, si on a une dépense énergétique énorme. Mais règle générale, c'est pas nécessaire. On attend après pour soit prendre notre repas tout de suite après ou une collation après l'entraînement si on doit patienter pour le prochain repas. Parfait. Bon. Parce que c'est drôle parce que Coco Gauff, une des top américaines, on la voit Mm. tout le temps sur le terrain au changement de côté. Elle, dès que le match commence, dès la Ouais. première manche,
elle a son petit Tupperware avec lequel elle voyage, puis elle met des fruits frais, souvent des raisins, des fraises, tout ça. Elle, c'est sa recette qui fonctionne. On a vu Gabriel Exactement. Diallo. Oui, avec des dates, je pense. Hein? Exactement. Lui, c'était des dates qu'il mangeait sur le terrain. Donc, dans les exemples, tu sais, je sais qu'ils sont tous conseillés. La plupart au tennis, on va prendre une boisson énergisante aussi là, pendant les matchs, vu qu'on ne sait pas combien de Oui, temps le match va durer. Fait que exact. tu te prépares tout le temps au pire, comme pour le troisième set en 4 heures. Même chose, je pense, pour les collations. Tu n'as comme pas le choix de manger un peu au cas où que le match dure. Tu ne veux pas Exact. commencer à manger juste à la troisième manche, c'est trop tard. Non, il ne faut pas attendre. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre, puis il faut prévoir. Fait que c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des options qui se conservent là, dans notre sac. Fait que c'est sûr qu'on peut se faire des boules d'énergie maison. On peut aller aussi avec des barres de céréales qui sont quand même très bien. Est-ce que tu en Pas as des des barres petites de céréales ouais, quantités. à Oui, bien proposer? ça, c'est des petites barres de fruits qui ont aussi de l'avoine dedans. Fait que ça OK. aussi, ça fait que c'est pas absorbé trop rapidement. On aime beaucoup les petites barres de figues parce qu'elles se séparent en deux. Ben Donc, ça, oui. c'est très pratique. Bon, il y a des barres cachées. Bon, il y a énormément de marques. Euh, et c'est sûr que l'idée, c'est toujours de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'ingrédients ajoutés, à part ce qu'il faut qu'on ait besoin pour que ça tienne ensemble. L'avoine, un peu de fruits séchés, il va y avoir un petit peu de sucre, c'est sûr, pour que ça tienne. Mais idéalement, on essaie de ne pas trop avoir d'enrobage chocolaté ou faux yogourt. Là. OK. Puis, moi, j'ai une autre question. Je peux-tu? Oui, Je me parce que Ben là, regarde. tu sais que ça, c'est la partie là, Maman, que Marie-Ève adore le plus. Là. Elle avait tellement hâte que tu sois là. Tu es là pour les gens qui nous écoutent, mais je pense qu'un peu plus aussi pour mais, Marie-Ève. mais non, mais je suis sûre qu'il y a Parfait. plein de monde qui se pose les mêmes questions que moi. Là. Fait que c'est Oui, pour ça. Marie-Ève, c'est sûr. Ça. Mais les boissons protéinées. OK, il y en a Oui. beaucoup, tu sais, c'est populaire. Puis quand on Mhm. voyage, c'est pratique d'avoir, mettons, une Oui. petite poudre ou quelque chose, comme les bars. C'est pour ça que je demandais. Tu sais, Mm. je partais en tournée, c'est les fruits frais, ben, tu mets pas ça dans tes bagages nécessairement. Tu sais, tu vas aller faire tes courses sur place, mais c'était le fun d'avoir quelque chose que tu sais de concret, que c'est sûr que tu vas Ouais. avoir comme les bars ou les boissons. Fait que qu'est-ce que tu conseilles comme boissons protéinées, puis à quel moment les prendre ou pas du tout, là? Je veux avoir ton avis là-dessus. Dépendamment de la quantité qu'on veut avoir, puis c'est sûr que pour les jeunes, il faut faire attention aussi. Là. On n'a pas besoin souvent d'aller, si on est en bas de 14 ans, là, d'aller avec des doses protéinées super élevées. Là. Quand on retrouve un petit oikos ici à 10 grammes, puis dans un yog, j'ai 6 grammes, ça va en général. OK. Quand on veut remplacer, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va aller chercher plus du 20-24 grammes qu'on va avoir dans certaines boissons aussi qui sont disponibles. OK. Donc, ça va être dans les quantités. C'est sûr qu'on peut toujours souvent voyager avec la petite boîte de thon. Bon point. Puis il y en a aussi qui Ça, sont c'est sous vrai. forme de repas. Fait que ça aussi, c'était des choses avec lesquelles on voyageait. Puis comme je disais, les boissons lactées, le UHT aussi vont nous fournir quand même des protéines, là. Donc ici, on a quand même un 6 grammes de protéines. Fait que, il y a toujours moyen d'en avoir. Il y a des bars aussi, si on prend comme Larabar, Cliff Bar, qui sont un peu plus protéinés. Mhm. Fait que ça, c'est des options également. Donc, il y a toujours moyen de trouver quand même des options un peu plus protéinées, que ce soit en format qui se conserve dans le sac de voyage, ou c'est sûr qu'il y en a qui demandent d'être réfrigérés quand on a un petit réfrigérateur dans notre chambre d'hôtel. Ça peut être très pratique. On a aussi, moi, j'aime beaucoup amener des sachets de gruau ou même des petits sachets de soupe qui demandent juste de l'eau bouillante auquel on peut ajouter à côté. Là, on se prend des carottes, des petits concombres, puis on peut avoir nos légumes à ce moment-là avec une petite soupe, puis des petits craquelins, puis un petit morceau de fromage. Il y a quand même moyen de se faire des petits snacks assez rapides entre deux chaises d'aéroport. C'est bon. Oui, mais j'adore ce que tu dis, puis ce que je retiens qui est super important, parce que c'est drôle, je parlais à une jeune fille de 14 ans qui se préparait peut-être à aller faire des tournées ITF, puis je lui disais, le quoi, tu es plus nerveuse? Elle dit, oh mon Dieu, la nourriture. Puis c'est drôle, hein, parce que ce stress-là, mais ce que C'est je vrai. retiens de ce que tu nous dis, Mélanie, c'est essayez de, organisez-vous, préparez-vous, mais Oui. aussi que ce soit quand vous soyez en tournoi, même si c'est régional ou en entraînement, essayez de prendre qu'est-ce que vous aimez, puis de le préparer, puis de mettre ça dans votre sac. Parce qu'on ne Absolument. sait jamais quand on a faim, mais tu sais, tu nous parlais des bars, tu nous parlais des dates. Il y a plein de choses qu'on est capable de voyager aussi, puis de mettre dans nos sacs.
Puis où on est aussi dans le confort, hein, quand on est en voyage, Marie-Ève, tu le sais, c'est pas toujours partout que tu peux avoir, oui, tu as des McDonald's partout, ça c'est sûr, c'est la constance, mais c'est pas ça que tu veux faire nécessairement. Et avec bon, il faut faire attention aux restrictions aussi. Il y a certains pays qui sont hyper vigilants puis hyper sévères, là, l'Australie entre autres, là, Oui, où est-ce qu'on peut pas voyager avec grand-chose. Sinon, ça coûte très cher. Mais c'est sûr qu'avec tu sais, des mélanges de noix, fruits séchés, on peut, tu sais, si on n'a pas confiance au repas dans l'avion ou quoi que ce soit, ça peut nous soutenir quand même un bon petit bout de temps. Toujours avoir hein, sa boisson d'eau, sa bouteille d'eau pour rester hydraté le plus possible. Puis, c'est sûr que si on n'a pas une boisson sportive, on peut faire maison. Donc, avec un jus de fruits qu'on va diluer, puis on ajoute un petit peu de sel dedans. Souvent, c'est suffisant. Puis, on mange des petits bébés de tomates également. On va aller chercher d'autres nutriments. Donc, c'est vraiment possible de se faire un petit lunch pour avant, pendant, puis après l'entraînement ou la compétition. et c'est quand même pas mal d'informations. Donc, préparez-vous, organisez-vous, mettez ça dans vos sacs. Mélanie, tu me disais hors d'onde que tu as une infolettre et Oui. que tu as des choses que les gens peuvent aller chercher gratuitement sur le site Internet. Oui, en s'abonnant à l'infolette, justement, ils vont recevoir un petit guide super pratique pour justement les consignes avant, pendant et après. Donc, abonnez-vous à l'infolette et puis vous allez recevoir ça dans votre boîte de courriel et puis vous allez avoir d'autres informations. Et en nous suivant également, là, on a des petites capsules par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Génial. Ben oui, Merci beaucoup, Mélanie. C'est écrit justement là, l'adresse sur la page sous ton nom là, en ce moment. Donc, pour ceux qui veulent aller s'abonner. Voilà. Abonnez-vous. Hey, merci Parfait! beaucoup, Mélanie, puis au plaisir de te reparler très bientôt là, pour une autre petite capsule santé qu'on va faire ensemble. Super! Bravo pour votre beau travail, votre beau programme, comme on dit. Hey, merci. Bonne journée. Bye. Ciao. Merci, bye! Quand même, il y en a de l'information, puis honnêtement, c'est Mais moi, pas j'ai si adoré. simple que ça. Là. Ben, moi, au contraire, je trouve qu'elle a mis ça comme c'est tous des produits qu'on connaît, il n'y a rien de extraordinaire. Je trouve que des fois, on se complique la Ça, vie. c'est vrai, par exemple. Tu sais, Ouais. c'est tous des produits qu'on a déjà vus, qu'on connaît bien, puis tu sais, il faut juste garder ça simple puisqu'on est confortable. Oui, mais tu as raison. Il faut que. Puis prenez quelque chose que vous aimez, là. Ça sert à rien de prendre une barre. Vous savez que c'est comme Ah, c'est aux bananes, j'aime pas les bananes. Ben, Là. tu sais, la première affaire qu'elle a dit, tu veux pas avoir mal au ventre, tout est Exact. fait. Moi, j'en ai vu des coachs, je me dis, hey, mange ça, tu as besoin d'énergie. Puis, tu sais, quand ça rentre pas, tu es stressé, ça Ouais. rentre pas, puis il faut que tu apprennes à te connaître puis savoir ce qui marche pour toi. Là. Alors, préparez-vous, organisez-vous avant, pendant, après. Il y a des choses à faire. Puis franchement, c'était super. Bon, Marie-Ève, maintenant, Oui, on va enchaîner dans le coin du coach avec une petite observation que toi et moi, on a fait récemment. On parlait de Madison Keys. Madison Keys, quand on a fait ses matchs, je te disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé. Bon, première chose qu'on a dit, la raquette. Elle a changé de commanditaire. ouais, elle était chez Wilson, elle jouait avec une raquette noire avant l'Open Ouais. d'Australie parce qu'elle n'avait pas encore signé son contrat chez Yonex. Puis finalement, au cours de l'Open d'Australie, on a vu son logo dans sa raquette, on a vu sa raquette. Donc, une raquette qui lui donne un peu plus de contrôle, je Oui, trouve. je suis d'accord avec toi. Et l'autre gros changement qu'on a remarqué, Séverine, c'est au niveau de la technique sur son service. Bien, on la regardait puis on disait, mon Dieu, ça a l'air plus rythmé, ça a l'air plus Ça facile. revient. Toi, j'aime ce que tu utilises comme tu disais, il me semble qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts ou elle en fait moins. Alors, on a fait un petit montage vidéo pour vous montrer le avant, Madison Keys, et ce qu'elle a changé au niveau de son service. Alors, avant, elle était ce qu'on appelle sur la partie plateforme. Les Donc, pieds décollés. exact. Les pieds décollés, on pousse avec les deux pieds. Et maintenant, regardez, Elle amène le pied arrière, le pied droit, collé sur le pied gauche qui est devant. Donc, elle saute avec les pieds joints pour faire son service. bien, on le voit une dernière fois. Alors, regardez, plateforme, les deux pieds partent au sol et l'enchaînement, c'est l'enchaînement du pied arrière. Et on voit, regarde jusqu'à quel point elle est à l'intérieur du terrain et ça donne beaucoup plus, à mon avis, quand on y va avec la partie beaucoup plus enchaînée, je trouve qu'il y a une stabilité,
Tu dirais que c'est quoi, 80 des joueurs ou 90 qui servent comme SR maintenant, là, avec les pieds qui se collent avant de servir? Ben, maintenant, oui, mais à un moment donné, il y a eu une tendance, hein. On est allé avec la plateforme. Pourquoi? La perception était que la plateforme faisait en sorte qu'on avait les deux pieds au sol et que ça allait nous offrir beaucoup plus de puissance. Mais quand on regarde la vidéo, on voit que quand elle colle les pieds, c'est ses deux pieds, surtout son pied droit, Ouais. est plus impliqué dans l'impulsion au service, alors que quand ses pieds sont séparés, c'est vraiment plus seulement la jambe gauche qui est devant qui pousse. Oui, tu as tout à fait raison. Puis en amenant la jambe, ça donne du rythme. Et en plus, je trouve que ça t'enchaîne vraiment du bas vers le haut. Et c'est là qu'aussi tes hanches, tes épaules, ta tête de raquette peut impliquer. Et tu as lu quelque chose aussi au niveau Ben, de la vitesse, hein, ben, au Marie-Ève, niveau de sa vitesse, avec le changement, c'est bon, avec la raquette et la technique, c'est vraiment le 8 km/h de plus qu'elle est capable de mettre sur sa première balle. Donc, une belle différence quand même. À quoi, 29 ans maintenant qu'elle Ouais. a fait ce changement-là. Puis, elle va remporter son premier titre du Grand Chelem. Donc, moi, je pense que oui, il y a la puissance, mais aussi quand tu regardes la constance, tu sais, elle avait des séquences dans le passé là, où son service faisait défaut. Tu sais, comme la Oui, première, c'est elle vrai. sortait Beaucoup de souvent. double faute, hein? Oui, puis en longueur, hein. Puis là, Ouais. maintenant, ça semble vraiment plus stable. Donc, un changement positif pour elle. Ouais. Puis, grosse victoire à Melbourne. Mais c'est intéressant, la technique de service, parce que on le sait, hein, le service, c'est un jeu sur deux que tu dois servir. Donc, c'est un coup qui est tellement important. Puis, pour elle, c'était une arme, mais là, ça l'est encore plus. Non, exactement. Je suis d'accord avec toi. Un changement payant. Puis, honnêtement, moi, de mon côté, je favorise beaucoup, même dans le développement très tôt, d'avoir l'enchaînement. Je trouve que pour les jeunes, ça facilite. Tu sais, le lancer, tu le sais, hein, ça part partout. On dirait que c'est la partie la plus C'est compliquée. sûr. Et on dirait que de le faire de cette façon-là, ça semble faciliter le reste pour les jeunes. Alors, gros changement, on voulait le partager avec vous. Allez revoir le vidéo. Je pense que visuellement, là, on voit vraiment la grande différence. Oui, super intéressant. Donc, maintenant, Séverine, je te Oui. laisse présenter le prochain bloc. Alors, on s'en va à notre bloc Bet365. Et oui, avec Bet365, ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Alors, c'est drôle parce qu'on en a parlé avec Chantal. On va avoir sûrement d'autres émissions là-dessus, mais Marie-Ève, il y a des observations qu'on faisait par rapport à l'université américaine lors de de l'Open d'Australie. Oui, tu sais, on le dit, hein, c'est de plus en plus un parcours qui est commun pour les joueurs professionnels de passer par le circuit universitaire aux États-Unis. Le circuit NCAA là, est vraiment bien fait. Puis, ça permet aux joueurs et aux joueuses de se développer davantage avant d'arriver chez les professionnels. Et on a préparé des tableaux avec le nombre de Ouais. joueuses qu'il y avait dans le tableau principal à Melbourne. Donc, il y en avait 10 au total. McCartney Kessler, Maillard Sheriff, Lourdes Carlet, Léolia Jean-Jean, Diana Schneider, qui est top 20, Yulia Starudubtseva, Peyton Stearns, qui est, je pense, dans le top 50 maintenant, Oui. Luluson, Danielle Collins, qui est 12e au monde, et Emma Navarro, qui est 8e maintenant. Donc, au total, là, j'avais calculé qu'il y a 5 joueuses qui sont dans le top 50 qui sont sorties de l'université américaine. Puis, bon, 10 au total, c'est quand même pas pire. Puis, ce qui est le fun à voir aussi, c'est que c'est pas juste des Américaines, hein, françaises, Schneider, russes. ouais. Voilà. Donc, il y en a une de la Nouvelle-Zélande, Luluson. Donc, de plus en plus, il y en a qui, de l'extérieur, viennent perfectionner leur tennis avant d'aller faire le saut chez les professionnels. Donc, à ne pas négliger. Puis, comme tu disais, avec le niveau scolaire, comme la mère d'Alexandre parlait aussi, hein, il faut la 12e année. Donc, ça va être une émission, j'aimerais ça y revenir là-dessus pour Ouais, vraiment bien je suis expliquer aux d'accord. parents pour ne pas se faire prendre au dernier moment puis pas avoir les critères nécessaires là, pour se qualifier. Non, on va revenir là-dessus, c'est certain, mais on voit que le parcours est là. Oui, le NCAA a changé quelques règlements qui facilitent aussi le fait qu'on peut jouer beaucoup plus de tournois qu'on faisait C'est dans vrai. le passé. Ça va faciliter On cette peut accepter approche. plus de Des bourses. sous maintenant, mais je pense qu'il y a tellement à dire là-dessus. Marie-Ève, tu as raison, on fera une émission juste là-dessus. Mais là, les gens vont pouvoir regarder ça puis ils vont dire, oui, mais vous savez, chez tennis féminin, c'est peut-être plus facile, on va chercher
chez le circuit universitaire, c'est plus facile de rentrer chez les pros. Ben non! Eh oui, chez les hommes, écoute, c'est vrai, il y en avait 22 dans le tableau principal. C'est énorme. Écoute, Ben Shelton est sûrement le joueur le mieux classé. Alexander Vukic, l'Australien qui a super bien joué aussi. Gabriel Diallo, notre Canadien qui était au tableau principal. Cameron Norrie qui est monté dans le top 20, top 10. Voilà, donc il y en a 22 quand même au total. Leonard Tien qui a super bien joué à Melbourne. Lui a joué à USC. Nakashima, un autre joueur américain. Puis la différence peut-être que je te dirais pour les Américains, la plupart, c'est déjà décidé là, dès qu'ils sont jeunes qu'ils vont aller à l'université américaine avant d'aller chez les professionnels. C'est comme si c'est une étape qui fait partie, c'est une étape c'est dans la parcours. Culture. Là. Puis si tu éclates tout puis tu plantes tout le monde, bien, OK, on deviendra professionnel après 1 ou 2 ans. Ce qui est permis maintenant aussi, là, c'est, comme tu disais, de jouer plus de tournois pro en étant à l'université américaine, d'accepter plus de bourses. Souvent, les joueurs même sont commandités ou aidés financièrement par l'université lorsqu'ils vont faire des tournois professionnels. Donc, pour moi, c'est que du positif. Là. De plus en plus, je pense que ça va être la norme. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, on voulait vous le présenter parce que il faut qu'on démystifie un peu tout ça. Là. Je pense qu'on s'en va vers une courbe qui change, mais on entend trop souvent il est allé à l'université américaine, il est allé à l'université américaine, il n'a pas réussi. Comment il n'a pas réussi? Je veux dire, il y a une bourse pour 4 ans payée. En plus, tu peux jouer encore jouer avec ton tennis et en plus, on te donne la possibilité de faire la transition, d'aller chez les pros. Alors, j'espère qu'avec cette petite présentation, on a changé cette perception. Oui, mais surtout qu'on sait que la transition, elle coûte super cher. Là. Si tu n'es pas un des tops au monde avec énormément, soit la fédération des commanditaires, c'est pas tout le monde qui est capable de se permettre 250 000 par année à investir là, pour 3-4 ans avant de vraiment y arriver là, dans le top 70 ou top 100. Non, exactement. Alors, c'était notre partie un petit peu plus statistique avec Bet365. Ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Alors, merci Marie-Ève. Puis c'est quelque chose qu'on va encore une fois parler parce qu'il y a beaucoup à parler alentour de tout ça. On arrive à la fin. Ben oui. Mais déjà, il me semble que ça a passé super vite. C'est vrai. J'espère que ça a été intéressant pour vous à la maison. On en parle, Marie-Ève. On va revenir absolument avec le circuit NCAA. Restez à l'affût de ce qui se passe. Ça sera une émission complète. Je pense que c'est trop important. Effectivement, puis je vais revenir, je pense, avec... il y en a tellement qu'on connaît, des jeunes qui ont fait ce parcours-là, qui ont adoré, qui réussissent. Une autre qu'on n'a pas mentionnée, là, Erin Routliffe, qui est première au monde en double, qui est à l'université américaine, parce que, bon, ça, c'était en simple, là, les joueuses, mais elle, c'est en double. Donc, on devrait avoir des invités intéressants comme ça, des jeunes qu'on pourrait appeler pour qui nous partagent leur expérience sur leur parcours universitaire. Oui, puis ça serait le fun de les revoir aussi, puis de voir où ils sont rendus. C'est sûr. Et on va aussi, je pense, l'importance du rôle du parent. J'ai comme l'impression qu'on en parle. On en parle une fois de temps en temps. On a eu l'opportunité puis le privilège d'avoir une maman de sportif, la mère d'Alexis Galarneau. Mais je pense qu'il y a beaucoup à discuter aussi. Je dis souvent, ça prend 10 ans de développer un athlète, mais ça prend 10 ans de développer des bons parents aussi. C'est pas facile, le rôle du parent. Vraiment, c'est pas facile. Il faut les aider, il faut les outiller. J'ai comme l'impression qu'on va faire une émission là-dessus aussi. OK. Tu pourras me donner des conseils. Ah, peut-être. Peut-être. Bien, écoute, Marie-Ève, un plaisir. Toujours. Comme à l'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Posez vos questions, allez nous voir, vous pouvez, on est partout, allez voir l'émission et puis aussi, aimez notre page sur YouTube, ça vous permet d'être au courant des émissions qui arrivent et des nouveautés. Alors, Marie-Ève, toujours un plaisir. Plaisir partagé, Séverine, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cet épisode et on se dit à très bientôt. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.